Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message au sommet Action Climat qui a ouvert ses travaux aujourd'hui au siège de l'ONU à New York. Le message royal a été lu par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Rapprocher les économies marocaines et luxembourgeoises à la tête d'une mission économique de très haut niveau, le grand-duc héritier de Luxembourg et son épouse sont en visite au Maroc. Ils ont été reçus au Palais des Hôtes à Rabat par son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Le plus ancien voyagiste du monde s'est déclaré en faillite ce matin. Le Britannique Thomas Cook a échoué au cours du week-end à trouver les fonds nécessaires pour sa survie, déclenchant le rapatriement sans précédent de quelques 600 000 clients en vacances dans le monde. Le rideau est tombé hier soir sur le boulevard, un festival qui pendant 10 jours a donné sa chance à de nombreux jeunes artistes issus de la musique alternative, un événement qui a également attiré des dizaines de milliers de fans de métal, de rap et de fusion. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les jeunes, le tour est aux dirigeants du monde entier de se mobiliser pour la planète. Plus de 60 chefs d'État sont à New York. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au sommet Action Climat qui a ouvert ses travaux aujourd'hui au siège de l'ONU. Le message royal a été lu par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Dans son plaidoyer, le souverain appelle à faire de l'Afrique une priorité dans l'action internationale en faveur de l'environnement. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Hind Ben Abdenbi et Esdin Idrissi. Un engagement continu en faveur de la jeunesse et de l'environnement, c'est ce que vient défendre son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI au sein du sommet de l'Action Climat qui se tient aujourd'hui à New York. Des chefs d'État du monde entier sont réunis au siège des Nations Unies pour tenter de trouver des mesures concrètes pour enrayer le réchauffement climatique. Son Altesse royale Lalla Hasna s'est notamment exprimée lors du panel consacré à la mise en place d'un avenir résilient en lisant un message royal adressé par le souverain aux participants au sommet. Un message dans lequel Sa Majesté le roi revient sur l'engagement du royaume en faveur de la transition énergétique. En novembre dernier, mon pays a décidé de revoir à la hausse ses ambitions en matière d'énergie renouvelable, de manière à atteindre à l'horizon 2030 52% de la production nationale d'énergie électrique. Mesdames et messieurs, l'Afrique, qui endure injustement l'impact du changement climatique, doit être une priorité de notre action collective. Ainsi, le premier sommet africain de l'action, organisé à Marrakech, a enclenché une dynamique sans précédent. Cette allocution a également été l'occasion de faire une annonce importante, celle du lancement par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement de l'African Youth Climate Hub, une initiative portée par divers partenaires qui vise à offrir aux jeunes Africains une plateforme où ils pourront débattre de leurs idées et créer un changement au sein de leur communauté. La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement a créé avec ses partenaires de African Youth Climate Hub qui vise à mettre en valeur le leadership, l'innovation et à souligner le rôle positif de la jeunesse africaine en ce domaine. À cet égard, le premier sommet pour la jeunesse climat incite à l'optimisme. Par conséquent, nous devons y répondre favorablement par un soutien appuyé et effectif, établir une solidarité internationale effective, trouver des financements pérennes, opérer un transfert qualitatif de technologie et de savoir-faire. Tels sont les impératifs qui doivent nous guider pour que nous soyons à la hauteur de cette noble ambition climatique. Se faire le porte-voix des jeunes du continent et permettre à leurs idées d'être appliquées dans le cadre d'un incubateur innovant, c'est l'objectif de l'African Youth Climate Hub qui connaît ses premières activités au sein du sommet pour le climat des Nations Unies. Un sommet où la présence marocaine s'est distinguée par sa richesse et par son engagement. Éduquer
Inspirer, responsabiliser et mobiliser les jeunes afin de créer un changement durable au sein de leurs écoles, leurs communautés et leur écosystème professionnel. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, la jeunesse africaine a mis en place une nouvelle initiative majeure pour la lutte contre le changement climatique, un hub lancé par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, qui a vu le jour, notamment grâce à plusieurs partenaires, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et l'Université Mohamed VI de Ben Gurir. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Hind Ben Abdinbi et Khalid Nejdi. Ce sont les leaders de demain, un groupe de jeunes venus des quatre coins de l'Afrique pour présenter au sein de la plateforme onusienne un projet d'avenir, celui de l'African Youth Climate Hub, porté par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Cette initiative fait partie des idées novatrices lancées lors du sommet des jeunes. La plateforme African Youth Climate Hub est initiée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Cette initiative elle est faite pour les jeunes et portée par les jeunes dans le cadre de créer un forum, un incubateur d'idées pour les jeunes africains pour rassembler leurs idées afin de s'épanouir dans le sens de la protection de l'environnement et dans le changement climatique. Nous allons former des jeunes, les éduquer pour qu'ils deviennent des leaders dans leur communauté, leurs écoles et leur pays. Et c'est au sein d'une séance plénière retransmise dans le monde entier que ces activistes ont pu présenter leur projet. La plus jeune d'entre eux, une Marocaine de 16 ans, a même eu besoin d'une autorisation spéciale pour participer à l'événement. La preuve qu'il n'est jamais trop tôt pour s'engager pour la planète. C'est quoi juste l'African Climate Hub? C'est une plateforme africaine qui a pour objectif de mobiliser, sensibiliser, responsabiliser et surtout éduquer la jeunesse africaine pour la lutte contre le changement climatique. Je recommande d'inclure les jeunes dans les négociations climatiques. En tant que jeunes Africains, nous devons impacter les processus de prise de décision dans les espaces de négociation. Impactful negotiators in the negotiation arena. Des recommandations, des idées, des propositions, c'est tout l'esprit de l'African Youth Climate Hub, une initiative qui bénéficie de partenaires privés comme l'OCP, mais également de l'implication de plus de 200 ONG menées par de jeunes activistes, le tout dans un seul objectif, créer sur le continent un mouvement générationnel pérenne dans les années à venir. Il est pleinement engagé pour la cause du développement durable et la lutte contre le changement climatique. Mehdi Zeiri, 25 ans, fait partie du groupe de militants écologiques qui ont représenté le Maroc au sommet des jeunes sur le climat. Quand un jeune Marocain donne de la voix au siège de l'ONU en faveur du climat, le portrait est signé Hind Ben Abdinbi et Mohamed Mekri. C'est l'une des figures de la génération montante d'activistes marocains. Mehdi Zeiri, jeune diplômé en finance et en relations internationales, a décidé de mettre son parcours académique au service de son engagement. Et ça commence par une présence constante au sein des grands forums internationaux, comme son implication au sommet des jeunes pour le climat de New York, où il a pris la parole, l'aboutissement de longues années de travail associatif. J'ai d'abord constitué une petite association au niveau de mon école pour engager les jeunes, pour faire des campagnes de sensibilisation au changement climatique. Puis après, ça a pris forme, ça a grossi, ça s'est constitué. On s'est étendu sur plus de 14 universités. Donc on a constitué un collectif de jeunes. Et puis à partir de là, on a commencé à être engagé au niveau des conférences internationales, justement pour toujours outiller, calibrer les jeunes dans les questions du changement climatique. À 25 ans, Mehdi a fait de la lutte contre les changements climatiques son cheval de bataille. Il a été choisi parmi 700 candidats pour venir faire des Nations Unies sa tribune. Son message, l'implication des jeunes dans la prise de décision, dans l'adoption de solutions innovantes et surtout la fin de leur marginalisation. La question climatique ne devrait pas se limiter justement à un cercle d'experts et qui se limite à des conférences climat où nous avons des représentants gouvernementaux. C'est une question sociétale avant tout qui nécessite justement une certaine inclusivité, d'être inclusif dans le dialogue. Et avant tout, c'est une question intergénérationnelle. Et dans ce sens, les jeunes ont un rôle primordial, si ce n'est de premier ordre dans la gestion de ces problématiques au niveau international. Ils sont des millions dans le monde à penser comme Mehdi, à considérer que pour assurer l'avenir de la planète, il faut inclure ceux qui y vivront dans les décennies à venir et qui seront les premiers à ressentir et à gérer l'impact des changements climatiques.
Le renforcement de la coopération sud-sud au centre d'entretien à New York entre le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et ses homologues d'Éthiopie et du Honduras. Le chef de la diplomatie marocaine s'est également entretenu avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Des discussions axées sur le renforcement des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Rapprocher les économies marocaines et luxembourgeoises et renforcer la collaboration entre les deux pays à la tête d'une mission économique de très haut niveau, le grand-duc héritier de Luxembourg et la grande-duchesse héritière, son Altesse royale la princesse Stéphanie de Lannoy, sont en visite au Maroc. Son Altesse royale le prince Guillaume et son épouse ont été reçus au Palais des Hôtes à Rabat par son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Le reportage de nos équipes sur place, Yassine Gouindji, Ahmed Amrbouh, le récit et de Rizlan Taïbi. Son Altesse royale le prince Guillaume, reçu par son Altesse royale le prince Moulay Rachid, est le premier dans l'ordre de succession au trône du Grand-Duché du Luxembourg. Le fils aîné du Grand-Duc Henri de la Maison de Nassau, une branche cadette de la Maison de Bourbon-Parme, qui règne sur le Luxembourg depuis 1964, était accompagné de son épouse, la Grande-Duchesse héritière, la princesse Stéphanie de Lannoy. Le Grand-Duc héritier est arrivé hier à Casablanca pour présider une mission économique de très haut niveau. L'objectif de cette délégation, composée de plusieurs membres du gouvernement luxembourgeois et des représentants d'une 50aine d'entreprises, est d'intensifier le partenariat économique entre les deux pays. Son Altesse royale le prince Guillaume, accompagné de son Altesse royale la princesse Stéphanie de Lannoy, ont également été reçus par le chef du gouvernement, Saïd El-Haïtmani, et plusieurs autres responsables. Des rencontres axées sur le renforcement du partenariat et de la collaboration digitale entre les deux pays. Cette nouvelle mission économique multisectorielle qui fait suite à celle organisée en 2015 comprend le vice-premier ministre et ministre de l'économie du Luxembourg et des représentants d'une 50aine d'entreprises. Le récit est de Rita Saha. Des salutations chaleureuses à l'image des forts liens d'amitié et de coopération entre Rabat et Luxembourg. Cette rencontre entre le prince Guillaume et Moulay Hafid El Alami était l'occasion de poser les jalons d'un nouveau partenariat qui permettra d'offrir d'innombrables opportunités pour les économies des deux pays. Le Maroc et le Luxembourg comptent en effet développer leur coopération bilatérale dans de nombreux secteurs porteurs. Nous avons mis en place un certain nombre de sujets qu'on souhaitait voir aboutir, en particulier sur tout ce qui est digitalisation. Il faut savoir que le Luxembourg a un vrai savoir-faire dans le domaine et tout ce qui est dans le domaine de la logistique. Le Luxembourg est aussi une place financière mondiale reconnue, avec une vraie expertise et des vraies capacités d'investissement. Le grand-duc héritier de Luxembourg s'est également entretenu avec le ministre de l'économie et des finances, une rencontre durant laquelle le prince Guillaume a salué les efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la digitalisation et a appelé à concrétiser la convention fiscale signée entre les deux pays en 2013. Mohamed Ben Chaboun a de son côté mis en exergue différentes mesures mises en place par le Royaume pour soutenir ses plans sectoriels, à l'image du plan Maroc vert ou encore du plan d'accélération industrielle. À côté de tout ce qui est digital, notre coopération dans le domaine de la cybersécurité, de la signature électronique, de l'archivage électronique et de bien d'autres. Donc là, il y a eu l'agence du développement du digital marocaine qui était encore récemment au Luxembourg et qui est très intéressée à une coopération avec le Luxembourg. De l'autre côté, bien sûr, tous les investisseurs du domaine digital luxembourgeois qui s'intéressent à faire des coopérations ici au Maroc. Il y a aussi l'industrie. Il y a l'industrie, la panoplie large de l'industrie qui est déjà présente en partie au Maroc. Je citerai comme exemple ArcelorMittal ou une société comme Batipar qui est dans l'hôtelier. Donc il y a des investissements déjà qui se font. Reçu par le chef du gouvernement, le prince Guillaume a exprimé sa satisfaction devant les perspectives de partenariat prometteuses offertes par les économies des deux pays, sachant qu'aujourd'hui le Grand-Duché est le 6e investisseur au Maroc. Lors de cette visite, les deux parties ont insisté sur la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux dans le sens d'un investissement optimal des importantes qualifications fournies par les deux pays.
Le grand-duc héritier de Luxembourg et la grande-duchesse héritière, son Altesse royale la princesse Stéphanie de Ladeuil, se sont ensuite rendus au mausolée Mohamed V à Rabat, où ils se sont recueillis sur les tombes de feu Sa Majesté Mohamed V et feu Sa Majesté Hassan II. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur les tombes des regrettés souverains. Ils ont par la suite signé le livre d'or du mausolée. Et son Altesse royale le prince Guillaume, toujours accompagné de son épouse et du vice-premier ministre et ministre de l'économie, ont également visité le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Des explications ont été présentées sur de nombreuses œuvres d'art exposées au musée d'artistes marocains et étrangers, tels que le travail artistique de la marocaine Safa Errouas, cocon de soie et fil transparent, ou encore l'œuvre sans titre de l'artiste libanaise Etel Adnan, au croisement de l'abstrait et du figuratif. Territoire au carrefour de plusieurs pays, le Luxembourg, un des fondateurs de l'Union européenne en 1957, est le deuxième plus petit État membre de l'Union européenne. La moitié de sa population est étrangère, bien que modeste par sa superficie. Le Grand-Duché est un État à la fois prospère et solide. Le Luxembourg est un pays qui a une économie qui a de quoi faire rêver, 3,5% de croissance l'an dernier, un chômage sous les 6% et une dette qui dépasse à peine les 20%. Plus de précisions avec Amina Benhalq. Situé entre la Belgique, l'Allemagne et la France, le Luxembourg occupe une superficie de 2600 km², ce qui en fait l'un des plus petits États membres de l'Union européenne. En revanche, il fait partie des 3 pays au plus fort produit intérieur brut par habitant au monde. En 2018, le Grand-Duché a enregistré un PIB par tête de plus de 114 000 $, soit presque le double du PIB par habitant enregistré dans un pays comme les États-Unis. Sur les 623 000 habitants du Luxembourg, 47% sont des étrangers. Une majorité d'entre eux travaillent dans l'un des secteurs clés de l'économie du pays, à savoir le secteur financier. En plus de l'atout majeur qui est la banque privée, le Luxembourg occupe également la place la plus importante d'Europe sur le marché des fonds d'investissement. L'autre secteur crucial pour l'économie luxembourgeoise est l'industrie sidérurgique, car l'acier est en tête de liste des produits exportés vers les principaux clients du pays, les voisins allemands, français et belges. Quant à la scène politique au sein de cette monarchie constitutionnelle dirigée par le grand-duc Henri de Luxembourg, elle est depuis plusieurs décennies dominée par 3 grandes formations, le Parti chrétien-social, le Parti démocratique d'inspiration libérale et le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Direction à présent l'Algérie, où le tribunal militaire de Blida s'apprête à un procès spectaculaire. Il doit examiner les charges qui pèsent contre Saïd Bouteflika, le frère du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, accusé d'atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Il avait été arrêté le 4 mai dernier avec 2 anciens responsables des services de renseignement. Les développements avec Amina Benhalq. Des images diffusées en boucle par la télévision algérienne. Elles montrent l'arrivée au tribunal militaire de Blida, d'abord des ex-chefs des renseignements Mohamed Medienne et Athman Tardag, suivis de Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu, puis de la chef du parti des travailleurs, Louisa Hanoun. Les accusations sont lourdes entre atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Crimes pour lesquels ces personnalités encourent des peines allant de 5 à 10 ans de prison ferme. Selon les médias algériens, l'avocat de l'ex-directeur des puissants services secrets algériens Mohamed Medienne a demandé un ajournement car son état de santé se serait dégradé. En revanche, l'ancien ministre des Transports et des Travaux publics a lui été placé en détention préventive pour dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Cette vague d'arrestations qui cible les anciens lieutenants d'Abdelaziz Bouteflika est l'une des conséquences directes du mouvement inédit de contestation depuis le 22 février. Sauf que ce mouvement remet également en question le pouvoir en place et la mainmise du général Gaïd Salah sur le pays. Il dénonce aussi l'organisation d'une présidentielle le 12 décembre, un scrutin voulu par l'armée. Je vous le disais en titre, le plus ancien voyagiste du monde s'est déclaré en faillite ce matin. Le Britannique Thomas Cook a échoué au cours du week-end à trouver les fonds nécessaires pour sa survie, déclenchant le rapatriement sans précédent de quelques 600 000 clients en vacances dans le monde. Les détails avec Rizlan Taïbi.
Après 178 ans d'existence, le pionnier des voyagistes, le Britannique Thomas Cook, met la clé sous la porte. Ce mastodonte mondial du tourisme a vainement tenté durant tout ce week-end de trouver les fonds nécessaires à sa survie. Sa faillite brutale a contraint les autorités à lancer un rapatriement sans précédent de quelques 600 000 vacanciers dans le monde. Si les passagers ont réservé leur vol aujourd'hui du Royaume-Uni, ils doivent savoir hélas que leur vol a été annulé. Donc, il est inutile de se rendre à l'aéroport. L'opération de rapatriement de civils la plus massive de l'histoire a démarré. Le retour des 150 000 ressortissants britanniques coûtera à Londres 100 millions de livres. Nous avons été informés que nos vols ont été annulés. Je dois maintenant me diriger vers le comptoir d'Iberia. J'attends mon vol depuis 1 heure en vain. Le destin du voyagiste s'est joué en quelques jours. Les banques créancières lui ont demandé la semaine dernière de trouver 200 millions de livres de financement supplémentaire afin de valider un plan de sauvetage de 900 millions de livres mené par son premier actionnaire. Malgré un marathon de négociations ce week-end, il s'est avéré impossible de réunir plus d'argent. Et sachez qu'au niveau national, une cellule de crise a été créée ce matin au ministère du Tourisme afin de suivre et d'encadrer le rapatriement des milliers de clients du plus ancien tour opérateur qui vient d'annoncer sa faillite. Les délégations du ministère du Tourisme dans toutes les régions du Maroc ainsi que les délégations de l'ONMT ont été mises à contribution pour encadrer cette opération. Une semaine culinaire thaïlandaise au Maroc dans plusieurs villes. L'événement s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre le Maroc et la Thaïlande. Et pour faire découvrir l'art de table thaïlandais, des ateliers de démonstration sont au programme au niveau de chaque escale. C'est un reportage de Samir Bouhmidi et Abdelalim Kawi, le récit et de Mehdi Foudi. Leur mission est de réaliser des démonstrations de l'art de la cuisine thaïlandaise et de la décoration de table. Ces chefs cuisiniers et formateurs thaïlandais sont invités par l'ambassade de leur pays pour animer la semaine culinaire thaïlandaise dans différentes villes du royaume. Après Temara et Rabat, l'événement atterrit à Casablanca. Il s'adresse à un large éventail d'apprentis et de professionnels marocains. On veut que tout le monde connaisse plus la cuisine thaïlandaise et comme ça, il veut développer le désir d'aller en Thaïlande pour goûter la vraie, authentique cuisine thaïlandaise. L'événement est à l'initiative de l'ambassade de Thaïlande en collaboration avec l'Office de formation professionnelle et de promotion du travail, la Fédération marocaine des arts culinaires et le Centre de qualification professionnelle hôtelière de Touarga. Il se veut un moyen de renforcer l'échange culinaire entre les deux cultures. C'est une occasion pour échanger les expériences dans ce domaine entre les deux pays, mais également pour renforcer les compétences des stagiaires, des formateurs et des professionnels. Les chefs sont venus de Thaïlande justement pour essayer d'établir cette liaison entre le Maroc et la Thaïlande dans le but d'élargir la coopération maroco-thaïlandaise. La dernière étape de cette semaine culinaire qui se tient du 19 au 26 septembre est prévue à Marrakech. Plusieurs ateliers de démonstration de cuisine et des arts de la table thaïlandaise sont ouverts aux personnes désireuses de découvrir cette culture. Nous terminons cette édition avec de la musique. Le rideau est tombé hier soir sur le boulevard, un festival qui pendant 10 jours a donné sa chance à de nombreux jeunes artistes issus de la musique alternative. Un événement qui a également attiré des dizaines de milliers de fans de métal, de rap et de fusion. Des styles mis à l'honneur hier durant la dernière journée avec des artistes venus des 4 coins du monde à l'image de Mata Daro. C'est un reportage de Youssouf El Razi et Oussama Bkradi. Une voix fluette, rassurante, mélodieuse et surtout inimitable, c'est là tout le style de Mata Daro. Sur scène, la chanteuse belgo-angolaise ne passe pas inaperçue. Ses origines et ses influences, soul, hip-hop et funk, lui ont permis de donner naissance à des titres 100% fusion comme Summer Blues ou encore Sugar Man. Je crois pas que c'est moi qui a choisi la fusion, mais je crois que c'est la fusion qui m'a choisi. Donc c'est toutes mes influences, les influences que moi-même j'ai mis sur
c'est les CD que j'ai mis, c'est la radio qui jouait. Un peu plus tôt dans la journée, sur cette même scène, Snitra a fait vibrer le public casablancais. Le groupe Oujdi, grand vainqueur du tremplin dans la catégorie Fusion, a redonné une seconde jeunesse à la musique traditionnelle de l'oriental, tout en conservant les sonorités de base, qu'elles soient gnawi, ranaté ou regada. Je ressens plusieurs sentiments à la fois, notamment beaucoup de fierté, le fait d'être montré sur cette scène que je venais admirer dans le public. Cette 19e édition du Boulevard a connu une grande affluence, des fans de hip-hop, rap, métal ou fusion qui se sont sentis chez eux le temps des concerts et ont même suivi pour certains en grand nombre l'événement en streaming sur la toile. On est content et on va, et notre objectif c'est toujours d'améliorer les choses, donc le défi on va l'élever un peu pour l'année prochaine, donc ça va être nos 20 ans et on vous attend tous ici même au Stade du Ruc. Le défi est lancé, les fans de musique alternative de tous âges n'ont plus que quelques mois à patienter avant de retrouver leurs artistes préférés et découvrir de véritables graines de musiciens et sonorités hip-hop, fusion et rock sur la scène mythique du Boulevard. Et le récit était signé Rita Saha. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Après les jeunes, le tour est aux dirigeants du monde entier de se mobiliser pour la planète. Plus de 60 chefs d'État sont à New York. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au sommet Action Climat qui a ouvert ses travaux aujourd'hui au siège de l'ONU. Le message royal a été lu par son Altesse royale, la princesse Lal Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Dans son plaidoyer, le souverain appelle à faire de l'Afrique une priorité dans l'action internationale en faveur de l'environnement. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.